peut-être dire quelques mots d'abord sur l'Anthropocène. Il faut savoir que c'est un terme qui est relativement à la mode, mais c'est une mode qui dure quand même, il faut bien dire. Le concept, il est proposé dans sa version actuelle à peu près dans l'année 2000, même s'il a des antécédents au 19e siècle, quand même le contexte de pensée est quand même très différent. Il faut comprendre globalement, et je ne vais pas le développer ici, que l'Anthropocène, c'est une notion qui émane on va dire, d'un collectif de scientifiques qui se regroupent sous la bannière des Earth System Sciences, des sciences du système Terre. Et les sciences du système Terre, c'est un courant assez fort qui se développe dès la Seconde Guerre mondiale. Je me force à pas le développer parce que c'est passionnant comme histoire, mais qui va déboucher globalement à considérer qu'on peut pas se concentrer, pardon, on peut pas uniquement se concentrer sur les approches disciplinaires, rendre compte des enjeux environnementaux, par exemple l'atmosphère ou les océans, et puis va mettre en lien les disciplines. Donc on arrive dans des approches voire transdisciplinaires. Et puis c'est au sein de cette communauté qu'en 2000, quelqu'un se dit mais c'est tellement le bordel. Enfin, c'est Paul Crutzen en l'occurrence qui a été prix Nobel qui dit mais c'est tellement le bordel, tout ça c'est l'Anthropocène. Et finalement cette idée qu'on est dans une situation qui est marquante d'un point de vue géologique et par rapport à l'histoire de la Terre. Donc, c'est quand même un concept assez fort que moi je trouve très intéressant parce qu'il dit, pour moi, même s'il a plein de défauts, hein, même le titre, le nom même, peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure, je suis bien conscient des limites du nom du terme et de plein de défauts, mais n'empêche que c'est un concept qui franchement permet d'aller vachement plus loin que le développement durable, que des notions comme la crise environnementale ou la crise climatique. Enfin, voilà, c'est un terme qui est beaucoup plus intéressant parce que bon, d'une part, il dit il sert à décrire des changements environnementaux qui sont globaux, mais surtout qui sont pas, c'est pas uniquement des changements environnementaux, mais également que ces changements environnementaux, ils sont significatifs au regard de l'histoire de la Terre. Ça, c'est pas rien. C'est qu'on n'a pas juste des changements globaux, mais ils sont significatifs au regard de cette histoire. Et c'est vrai que si on mentionne que que l'idée de biodiversité, les calculs de décroissance, de déclin de la biodiversité, on a des vitesses de disparition des espèces vivantes qui est comparable à ce qui se passe quand on a une chute de météorite. Hein. C'est vraiment pas très, on s'en rend pas bien compte, mais c'est vraiment que c'est tout à fait ça qui est observé par les gens qui étudient ces choses-là. Et puis aussi, c'est d'abord l'Anthropocène, c'est aussi le signal que quelque chose d'important est en train de se produire. Et puis que toutes ces... Ah oui, merci de mettre le, le webdoc. Et puis qu'au fait, toutes les raisons des problèmes qu'on a environnementaux actuels sont de toute façon liées à des activités humaines. Et puis, donc ça c'est globalement du point de vue des sciences, on va dire, physiques ou des sciences naturelles. Mais surtout, quand on adresse la question de l'Anthropocène du point de vue des humanités, des sciences humaines et sociales, se pose la question des raisons à l'origine de cette situation. Et alors, en fait, pour moi, un usage correct de l'Anthropocène consiste à utiliser les deux dimensions. Et c'est un concept qui a beaucoup qui est aussi très utilisé dans le domaine de l'art. Mais en plus, ça dure. Hein. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de spécialistes du domaine de l'art qui sont même surpris à quel point ce concept perdure. Mais ça fait quasiment 20 ans maintenant. Bon, pas 20 ans, mais en tout cas, les expositions, ça fait plus de 10 ans. Il y a beaucoup de projets, beaucoup d'artistes qui travaillent là-dessus. Mais aussi dans les sciences humaines et sociales, en géographie, en histoire. Alors, il y a toujours un peu une tendance, quand c'est en sciences naturelles, les gens qui le prennent, ils oublient les sciences humaines et sociales, puis quand les gens qui sont en sciences humaines et sociales veulent l'utiliser, ils ont un peu tendance à oublier l'autre dimension. Franchement, bien utiliser l'Anthropocène, c'est considérer à la fois la dimension géologique et puis aussi évidemment tous les enjeux, on va dire, culturels au sens large, des raisons, on va dire, anthropologiques et culturelles qui fait qu'on est dans cette situation maintenant. Donc, ce qui est intéressant avec l'Anthropocène, c'est que c'est lié à un très grand nombre de savoirs qui, individuellement, ne sont pas nouveaux. C'est-à-dire que ça peut, en parlant de l'Anthropocène, on peut mobiliser des concepts aussi divers que le déclin de la biodiversité, la notion de modernité, la dichotomie nature-culture, les modifications de cycles géochimiques, etc. Il y a toute une série de thèmes qui peuvent être mobilisés, qui individuellement, encore une fois, ne sont pas nouveaux, mais ce qui est intéressant avec l'Anthropocène, c'est de lier ces concepts qui, au départ, sont complètement indépendants les uns les autres.
Excuse-moi, je suis en train de lire ma conférence qui est en anglais, alors ça que je peux pas te dire tout de suite. Donc, en fait, globalement, moi, je le trouve très intéressant parce que du point de vue des sciences humaines et sociales, je pense que c'est comme ça que personnellement je l'interprète. On peut discuter. L'anthropocène, pour moi, c'est surtout la mise en évidence d'une forme de limite d'un paradigme, d'un mode de pensée qui est celui de la modernité. Alors, modernité au sens un peu sociologique ou philosophique très large. Hein. C'est un peu tout ce qui est post-Renaissance. C'est pas justement juste les temps modernes ou l'époque contemporaine. C'est vraiment ce grand mouvement. Ce grand mouvement qui a, excuse-moi, c'est mon fils qui est mis, ferme la porte, chérie. Tout ce grand mouvement de pensée qui caractérise la période post-Renaissance, et puis, d'une certaine manière qu'on a au travers de la colonisation largement exportée dans le monde entier. Donc d'une certaine manière, de faire ainsi, c'est de situer dans l'espace et le temps cette notion d'anthropocène. Donc vous voyez déjà qu'en disant ça, je suis plutôt partisan personnellement d'un anthropocène récent et pas d'un anthropocène ancien. Et puis à l'instar de penseurs importants comme Descola ou d'autres, je considère que ce qui est en tout cas avant la révolution industrielle, on peut parler plutôt d'anthropisation que d'anthropocène, parce que l'anthropocène, et moi personnellement j'aime beaucoup la conclusion à laquelle est arrivé le groupe de travail sur l'anthropocène au mois de décembre, ou même avant d'ailleurs, considérant que l'anthropocène devrait être placé au milieu du XXe siècle, parce que c'est là qu'on a un emballement global et ubiquiste qui correspond vraiment à un signal fort du point de vue géologique. Donc je minimise pas par exemple ce qui s'est passé au néolithique, mais enfin on peut pas considérer que l'impact humain soit aussi c'est sans commune mesure avec ce qui est en train de se passer, ce qui se passe depuis au moins plus de 50 ans, quoi. Donc ça c'est, on va dire, le discours général sur l'anthropocène. Après, du point de vue du musée, c'est super intéressant parce que considérer l'anthropocène, ça permet franchement de renouveler en fond en comble un certain nombre d'idées, de notions, et en particulier la question d'une nature-culture. Parce que si on réfléchit, on questionne le fond anthropologique à l'origine de l'anthropocène, moi j'aime bien travailler sur cette notion de nature-culture qui a elle-même, et ça c'est par exemple c'est Bruno Latour qui veut bien le dire, qui a elle-même résumé l'idée de modernité. Et au fait, si on y réfléchit bien, il faut considérer que toute l'organisation et la production des savoirs, elle est basée sur cette notion de nature-culture, y compris, je sais pas, les facs d'université, il y a des facs de sciences, des facs de sciences humaines et sociales, puis après, il y a des institutions culturelles qui relèvent d'un côté ou de l'autre. Et au fait, avec l'anthropocène, c'est un peu des deux, parce que finalement, on est au bout du paradigme nature-culture, ça marche pas très bien. Et du coup, ça, c'est des questions qu'on peut présenter dans le musée, et très concrètement au travers d'objets de la collection. Alors, vous avez là sous les yeux, est-ce que vous voyez l'écran qu'a partagé Christophe vous voyez l'image là? Ouais. On a ce trophée de cerf. Ouais, reste sur la première image peut-être si tu restes sur la première. Ah, celle-là? Ouais. On a ainsi développé une collection, voilà, merci, d'objets de l'anthropocène, et parmi celles-ci, on a une série de trophées de cerf de ce type-là. Et cela, c'est des objets qui sont super chouettes parce que c'est pas des trophées de cerf classiques qu'on a dans les musées de sciences naturelles, hein, qui sont des trophées de chasse, mais et ça c'est de la sérendipité pure. C'est quand on était en train de travailler sur notre grande exposition sur l'anthropocène, le service de la chasse cantonal nous a dit disons, on est en train de vider des trucs, on a des vieux trucs qui restent, regardez si ça nous intéresse. Et ils avaient ces trophées de cerf incroyables. Et ces trophées, pour moi, ils sont entrés dans la collection anthropocène, parce que si on les considère, on peut se poser la question, se dire, mais est-ce que dans le fond, c'est des objets naturels ou culturels? Et au fait, en général, les gens nous disent, ah ouais, c'est des œuvres d'art, je sais pas, ça fait un peu musée de la chasse à Paris, mais en fait, pas du tout. En fait, ils ont été découverts à peu près comme ça, hein. On en a même un magnifique qu'on a fait naturaliser, qu'on a même présenté au musée des Confluences. Et au fait, non, c'est des cerfs qui sont morts parce que leurs bois se sont pris dans des barrières. Et ça, c'est super intéressant parce que d'une part, ça rappelle la question de la gestion du territoire, du mitage du territoire, qui est d'ailleurs parmi tous les paramètres à l'origine du déclin de la biodiversité, certainement un des plus importants. Et puis d'autre part, justement, on ne peut pas les classer. Si on veut les classer dans ce gabarit ontologique occidental qu'on a largement exporté dans le monde entier, on peut ni dire qu'ils sont naturels ni culturels. Au fait, c'est pas un objet d'art, mais en même temps, c'est pas tout à fait le trophée de cerf pur, j'ai envie de dire, d'un cerf pur. Ils sont un peu entre deux. On a d'autres objets comme ça. Alors ça, c'est un objet un peu symbolique de l'anthropocène pour nous.
mais on a aussi des objets qui ont une dimension beaucoup plus géologique. On a dans la collection, j'ai fait rentrer récemment des galets. Alors ça, malheureusement, je les ai pas ils sont pas sur le webdoc ici, mais on a des objets, on a des galets de béton. C'est-à-dire qu'on est allé dans une rivière, et dans cette rivière, il y avait des galets, voilà, issus de roches caractéristiques de la géologie régionale, mais il y avait également des galets de béton. Et là aussi, on a des objets tout à fait ambigus parce que ou hybrides plutôt, il faudrait les appeler ainsi, parce qu'au fait, à la fois, ils ont une forme de galet, donc ils ont été émoussés par les chocs entre les cailloux dans la rivière, donc on a une forme de galet avec un processus géologique bien identifié, mais d'autre part, évidemment, la matière qui les compose, c'est une matière clairement anthropique, et aussi c'est rigolo de considérer que les galets sont émoussés relativement, on va dire, récemment dans la rivière, ou quelques centaines d'années au maximum, et d'autre part, la roche, elle a c'est quelques années. Donc, dans ce cas-là, c'est entre l'âge de la roche, c'est-à-dire le béton et la forme de la roche, c'est peut-être 50 ans. Alors que pour les autres roches, entre la forme et la roche, il y a, pour certaines roches, 300 millions d'années. Donc, c'est vraiment un contraste incroyable. Mais là, c'est intéressant parce que vous voyez qu'on a à la fois un objet qui, à la fois, on ne sait pas classer entre nature et culture, donc qui interroge clairement les visiteurs. Et puis, d'autre part, en plus, qui est, en termes d'objets géologiques, marqueurs de l'Anthropocène, un objet tout à fait intéressant, parce que des galets de ce type-là, il y en a dans toutes les mers, toutes les fleuves du monde, et dans ces fleuves se jettent dans des rivières et dans des mers, et donc vont sédimenter ces galets. Donc on va former une roche sédimentaire formée de galets, on appelle ça un poudingue, les géologues. Mais là, on a des poudingues avec des objets qui sont des galets de béton. Et puis, il y aura peut-être des fourchettes et d'autres choses, encore d'autres choses qu'on peut appeler de nom de technofossiles. Donc, on a ainsi non seulement des objets qui sont symboliques d'Anthropocène, mais aussi même qui peuvent constituer des objets du futur. Alors, il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut imaginer. On a aussi un objet phare de l'Anthropocène, ça je suis très content de l'avoir dans la collection, c'est de la trinitite. La trinitite, c'est un minéral qui s'est formé, alors je ne sais plus la date précisément, ça doit être, je vais dire une date au bol, mais je vais dire le 11 juillet 1945 à 11h59. Vous voyez ce que je veux dire, au fait, c'est à l'occasion du premier essai atomique dans le désert Trinity aux États-Unis, donc la première bombe atomique. Quand on l'a fait exploser, ça a fait fondre le sable du désert, et on a appelé ce sable fondu Trinity. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant même du point de vue scientifique, parce qu'ils ont même trouvé des quasi-cristaux dedans, enfin un truc incroyable. Donc c'est vraiment une roche tout à fait symbolique de l'Anthropocène. Et puis, en plus, d'autant plus maintenant qu'il est proposé, même si c'est encore officiel, que l'Anthropocène démarre justement dans les années 50, avec le point de départ, les essais atomiques comme effet marqueur. Après, un autre exemple aussi qu'on avait présenté, qu'on a dans la collection, c'est simplement les poules. Hein. Je veux dire, une poule, on peut se poser la question si une poule, c'est naturel ou culturel, franchement. Et j'ai eu la chance de faire partie du groupe de travail de l'ICOM International pour la définition du nouveau musée qui a été voté l'année dernière. Et ça, c'est ma plus grande fierté, c'est que dans la définition actuelle du musée, il n'y a pas naturel et culturel. Alors que il y a une vraie bagarre à l'intérieur du groupe, il y a des gens qui voulaient absolument mettre patrimoine naturel et culturel. Et moi, je leur ai dit que non, c'était une idiotie, que c'était juste un point de vue occidental sur les choses et qu'on ne devait pas le mettre pour une définition mondiale. Il suffisait de ne pas le mettre. Ouais. Donc il y a eu des vraies bagarres là-dessus, c'était amusant. Puis on me disait oui, mais ça c'est de la philo, c'est des modes, ça va passer. Puis je leur dis, alors écoutez, concrètement, une poule, alors on arrête les grands discours philo, je leur dis, une poule, vous la mettez où la poule? C'est naturel ou culturel? Alors ça, c'était super drôle, quoi. Donc effectivement, on n'a pas pu la mettre, mais si on réfléchit bien, il y a plein d'autres choses. Il y a le chien, la poule, le blé, le maïs, enfin, il y a toute une suite de choses comme ça, même si effectivement c'est antérieur à ce que moi je considère l'Anthropocène, mais quand même il y a de l'anthropisation qui est quand même très marquée. Et donc voilà. Et puis en plus, la poule, c'est rigolo parce qu'on a tellement fait des croisements encore récemment, surtout. Bien sûr que c'est ancien, la domestication de la poule. Mais d'ailleurs, les premières poules domestiquées, c'était certainement
pas uniquement, de loin pas pour les manger, c'était pour d'autres raisons. Mais bien sûr qu'au XXe siècle, on a créé des poules qui croissent très très vite et pour qu'on puisse les manger. Et du coup, on a standardisé la poule dans le monde entier et donc on peut faire le pari qu'un des fossiles du futur, ce sera aussi non seulement les technofossiles comme tout à l'heure, genre les galets de béton ou tous les déchets qu'on va laisser, mais également des ossements de fossiles de poules, parce qu'on mange de la poule maintenant dans le monde entier et le même type de poule est en grande quantité. Donc on peut quand même faire le pari qu'il y a pas mal d'ossements de poulets qui finissent dans les rivières et les fleuves et qui vont se sédimenter dans les mers. Donc c'est un objet assez, à la fois c'est amusant, mais voilà, c'est quand même intelligent, je veux dire. Donc l'objectif, vous voyez, au travers de ces objets, c'est de donner des exemples qui fassent réfléchir, en fait, qui interrogent au travers d'exemples tout à fait, voilà, du quotidien. Enfin, c'est vraiment des objets de questionner des choses simples. Et voilà. Et puis autrement, si je peux me permettre, ouais, c'est un des points qui est intéressant par rapport à ça. Cette exposition, elle a été créée en 2016 ou 2017, hein, c'est ça, si j'ai bonne mémoire. Oui. Mais en parallèle, enfin, pour créer cette exposition, le musée a créé une collection. Là, tu parles souvent de collection qui Oui. continue à être développée. Vous stockez encore des objets pour constituer un fonds. Oui. Est-ce que c'est unique dans le monde, j'ai l'impression, cette collection, non? Alors, ouais, alors oui, on a un peu commencé d'abord, effectivement, en travaillant. Alors ça, c'était le hasard, hein, ces trophées de serre, ils sont arrivés par hasard. Mais franchement, là, encore une fois, je vais leur dire une fois, j'ai beaucoup de peine à le dire, c'est de la sérendipité. C'est-à-dire que vraiment, tout d'un coup, il y avait le truc qui avait du sens exactement sur ce qu'on travaille. Et moi, j'en revenais pas. Hein. Franchement, c'est des collègues qui sont allés chercher ce trophée de serre. J'ai dit, mais c'est incroyable, c'est juste l'objet parfait. En plus, ils sont très esthétiques. Hein. Enfin, on en a plusieurs qui sont très très beaux. Enfin, vraiment, c'est fort, c'est des pièces très très fortes. Et puis, oui, cette volonté petit à petit, c'était même au-delà, vous voyez, enfin, tu vois, c'est la question de l'anthropocène, moi je dis toujours que c'est un peu la colonne vertébrale de tous nos projets tels qu'ils se développent. Donc, c'était pas juste l'exposition qui nous a fait travailler, on a commencé à travailler avant l'exposition. L'expo, elle date de 2016, mais on a déjà ouvert une salle en 2014 dans le musée consacrée à l'anthropocène déjà. Alors ça, je pense qu'effectivement, on était aussi un des premiers musées de sciences naturelles à le faire. Maintenant, la collection, j'ai l'impression qu'il y a d'autres musées qui s'y mettent. L'année passée, j'ai été invité à Berlin dans le cadre d'un gros projet européen entre le musée de Berlin et le muséum de Paris sur les objets de l'anthropocène. Enfin, c'est assez rigolo parce que le muséum de Paris, j'ai pas mal de copains là-bas et de copines, ils sont officiellement, ils n'acceptent pas la notion d'anthropocène. Parce que, ouais, c'est rigolo, mais c'est un peu parce que c'est pas textbook. C'est-à-dire que l'anthropocène, c'est pas une notion qui est encore officielle. Donc je pense qu'ils ne veulent pas utiliser une notion qui n'est pas officielle. Mais moi je dis au contraire, utilisons-la parce que je trouve que de toutes les notions qui servent à parler des questions environnementales, je trouve que c'est la plus riche au fait. C'est celle qui permet de faire les plus de choses et les choses les plus intéressantes à mon avis. Donc parce qu'elle est intéressante, je pense que justement on doit l'utiliser et c'est pas grave. Je pense pas que les musées, on est là juste pour dire une vérité scientifique, mais on est là pour maintenant, c'est surtout le rôle des musées maintenant dans la société, c'est d'amener des éléments de réflexion. Et l'anthropocène, c'est un potentiel fabuleux pour amener des réflexions, en fait. Bien plus que balancer les savoirs top-down au public. Non, je crois qu'il faut les amener... ouais, c'est mobiliser un savoir académique, mais pour un peu perturber les représentations communes et les idées communes. Voilà, c'est plus ça la démarche. Donc eux, je sais qu'à Berlin, ils ont démarré aussi une réflexion là-dessus. Donc il y a quand même maintenant d'autres musées qui le font, en effet. Et alors cette exposition, j'ai l'impression qu'elle va un peu plus loin justement que juste présenter des objets. En tout cas, je l'imagine en voyant le webdoc, et je pense particulièrement à un passage que j'adore, qui est dans cette partie-là, aux origines de l'Anthropocène. Je me demandais comment ça avait été présenté dans l'exposition, mais c'est un endroit où ça débunk un peu des questions qu'on entend régulièrement mais de toute façon, le problème, c'est la surpopulation. Là, en mettant en parallèle la population mondiale et les autres évolutions qui ont eu lieu, l'évolution du PIB mondial, l'évolution des brevets.
et en imaginant une autre évolution où finalement ça va moins vite au niveau des richesses et des inventions, auquel cas l'impact n'est pas du tout la même, quoi. Et je trouvais Oui. ça super intéressant. Je me demandais dans l'exposition comment déjà ça a été présenté et surtout comment ça a été pris par les spectateurs, parce que finalement c'est un bel outil de sensibilisation. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, il faut savoir que le site que tu présentes là, c'est un site, voilà, c'est la publication de l'exposition, donc on l'a fait en ligne, et qui reprend dans les grandes lignes le synopsis de l'exposition, sauf exactement cette partie-là. Parce que, non, non, et c'est vraiment très intéressant ta question, parce que on avait dans l'exposition d'abord un sas d'entrée où on problématisait la question de l'Anthropocène, où le public marchait sur l'échelle des temps géologiques, c'était assez sympa, avec la question ouverte de l'Anthropocène, et puis ensuite au premier étage, on voulait montrer la diversité des thématiques environnementales. Donc on a utilisé le modèle des limites planétaires qui était présenté. Mais d'abord, dans cet étage-là, justement, mais avant de présenter les limites planétaires, on invitait les publics à rentrer dans une salle. Donc, une salle, c'est bien voilà, un espace en 3 dimensions. Et puis, on avait pris ce modèle de l'impact environnemental avec ces 3 paramètres que tu présentais tout à l'heure. Tu pouvais revenir peut-être sur ce schéma de tout à l'heure. Et puis, on l'avait mis en scène parce que le modèle, alors c'est un modèle ultra simple hein, il n'est pas très compliqué, mais il a été calculé, je crois, pour 1900, 1920. Enfin, il y a 3-4 moments au XXe siècle. Et puis, on avait représenté ça avec des parallépipèdes rectangles dans la salle. C'est-à-dire qu'il y avait la salle, et puis on avait des petits cubes qui s'agrandissaient. Et puis, on voyait que ça explosait, effectivement, entre 1950 et la situation après 2000. Mais finalement, honnêtement, ce dont je me suis rendu compte en faisant les visites avec les publics, c'est que pour une part significative des visiteurs, la question n'était que démographique. Donc, et la mise en scène là n'était pas assez bonne pour qu'ils le perçoivent. Euh, et donc du coup, quand on a fait ce webdoc, on a repris la salle avec ces trucs-là, mais d'abord on l'a décliné en 2 parties, avec d'abord la question on pose la question si c'était que la démographie. Et on essaie de montrer que non, c'est pas qu'un enjeu de démographie, donc c'est quand même bien un enjeu de manière de vivre, en fait, en réalité. Mais il y a aussi une Voilà. partie où tu abordes la problématique politique qui est Oui, intéressante. absolument. Alors ça, par contre, tu m'avais dit en Bonne question. préparant l'interview que tu l'avais abordé par contre dans l'exposition. Oui. Oui, mais vous voyez, ça c'est délicat parce que moi, des fois, on peut parler, je ne veux pas citer certains musées privés, mais qui sont liés à des entreprises très importantes et puis qui vont avoir un discours, on va dire, orienté sur certaines choses. Et il ne faut pas croire non plus qu'une institution publique d'État, elle peut aussi dire ce qu'elle veut. Franchement, des fois, j'ai dû faire des choix quand même, hein, je les assume. Et bon, moi, dans le fond, c'était pas difficile pour moi parce que ce qui m'intéressait, c'était surtout les enjeux anthropologiques et culturels. Donc ces enjeux nature-culture, on avait une salle qui un peu, qui était, on a travaillé avec une artiste, Marie Velardi, qui a fait un travail magnifique cette exposition et qui avait mis en scène ce qui est, bien sûr, c'est toujours un peu caricatural hein, avec les infos qu'on avait données, mais qui représentait ce qu'était la modernité, notre rapport à la nature. Donc j'étais assez sur ces enjeux-là. Alors quand on est arrivé sur la question politique, en fait, ce dont on a traité, c'est la question du productivisme. Et là, du coup, c'était facile parce que si on prend les choses du point de vue, donc je voulais pas stigmatiser la droite ou la gauche, c'était pas là. Enfin, ça, c'est un peu délicat de gestion publique, mais quand même, quand on regarde les choses avec un petit peu plus de recul, sans mettre les doigts dans cette politique, en fait, en réalité, l'enjeu au XXe siècle, entre autres, c'est le productivisme. Et là, tant le communisme que le capitalisme sont deux, sont tout autant productivistes l'un que l'autre, en fait, en réalité. Même si, évidemment, c'est le capitalisme qui a gagné et puis qui nous a mis là-dedans, et puis évidemment, ça a commencé aussi en Angleterre, où les Anglais ont commencé à brûler avec la révolution industrielle, bien du charbon. Évidemment, on peut aussi parler d'anglocène. Certains parlent d'anglocène en parlant d'anthropocène. Je nie pas ça. Hein. Mais du coup, c'est vrai que moi, j'ai évité de mettre trop loin d'aller trop sur cette question sensible d'un point de vue politique, mais simplement de dire que
l'enjeu, c'est un enjeu de productivisme et arrêtons-nous pas. Enfin, je pense que je voulais pas juste stigmatiser soit le capitaliste, soit les communistes ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'était voilà, c'était d'aller un petit peu, de montrer qu'il y a des enjeux anthropologiques qui vont en deçà de ça. Alors après, moi, par exemple, je connais un peu Jean-Baptiste Fressos, peut-être certains le connaissent et l'ont lu. Jean-Baptiste, lui, il a une approche beaucoup plus politique, quoi, une lecture politique. Moi, auquel j'adhère, en fait, je ne critique pas, mais dans ma position, puis dans le cadre de mon musée, j'ai préféré prendre des choses de ce point de vue un peu large, quoi. Ouais. Je crois que la difficulté pour un musée, c'est de se mettre à dos trop de public, au fait. Parce que finalement, si vous avez une approche qui est trop politique, bah, elle est politique de toute façon, en fait, vous allez même pas être considéré. C'est-à-dire que les gens, vous souhaitez, moi je souhaite toucher un public le plus large possible et j'essaie d'amener le public le plus large possible à la réflexion. Et si vous avez un discours qui est trop marqué ou perçu comme d'un côté ou de l'autre, bah, franchement, il n'y a plus beaucoup de monde. C'est comme les réseaux sociaux, il n'y a que il y a que votre sphère d'influence ou ceux que vous suivez qui vont vous suivre, puis c'est tout, hein. Et d'ailleurs, une fois, j'avais été invité à un TEDx en Suisse et je me suis retrouvé avec un ancien conseiller fédéral, donc qui est aussi président de la Confédération suisse, puis qui est venu me parler à la pause. Et puis qui m'a demandé, bon, on a commencé à discuter, et puis je lui ai montré que pour moi, ces questions-là, c'était surtout des enjeux de valeur, en fait, en réalité, que des notions comme le progrès ou la liberté pourraient être remises en question, en tout cas comme elles sont pensées dans le monde libéral, ou en tout cas dans la voilà, dans la modernité au sens large. Et quand même, hein, je pense que, ouais, on a terminé la discussion. Il m'a dit, ouais, vous avez raison. Peut-être qu'on peut penser le progrès différemment. Venant de la bouche d'un pur libéral classique, moderne, c'était quand même assez intéressant. Donc, moi, je cherche ce dialogue-là plutôt que tout de suite d'être taxé de, je sais pas, d'écolo gauchistes, parce que ça sert à rien. En fait, moi, j'essaie d'être un peu. Donc, j'aime bien. Et puis en plus, sincèrement, moi, ça me passionne ces enjeux plutôt anthropologiques généraux. Et je pense qu'on peut déjà faire pas mal comme ça. Et puis après, globalement, je crois beaucoup, d'un point de vue culturel, à la complémentarité des offres. Je pense qu'on a tous. Je pense que toutes les institutions, elles peuvent amener leur pierre à cet enjeu-là. Et puis après, ben, les gens font leur choix. En fait, mais on n'a pas tous à raconter exactement la même chose aussi. J'ai beaucoup de musées de sciences naturelles qui racontent, qui reprennent les objectifs de l'ONU. Alors c'est très bien, mais bon, peut-être faire un peu plus créatif que de reprendre les objectifs de l'ONU, quoi. Et puis l'ONU, je critique pas, hein. Moi, j'ai beaucoup de respect quand même, sincèrement, pour ce qu'ils font. Après, je pense que nous, on a un peu plus c'est notre rôle comme institution culturelle d'aller un peu plus loin quand même dans la réflexion et d'offrir un peu plus, quoi. Tout ce que tu dis, ça doit parler à pas mal de gens présents parce que chez les shifters, on est un peu dans ces questions-là de justement rester apolitique. C'est vraiment, ça fait partie de la charte. De pouvoir dialoguer avec tout le monde, hein, pour pouvoir faire shifter la France, quoi. Est-ce que ça te va, Nicolas, si on passe à des questions, ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, je rajoute juste une petite chose. Je vous donne un exemple. On avait une salle dans cette exposition qui traitait de l'appropriation des biens communs. Et on était à 2 doigts de diffuser un film contre Nestlé, l'entreprise Nestlé, avec l'histoire de flotte. Moi, j'étais d'accord. Et après, à un moment, je me suis dit, non, si on fait ça, parce qu'on est en Suisse, en plus en 2016, maintenant, Nestlé a un peu perdu des plumes quand même, je pense, en termes de... Mais quand même, en Suisse, Nestlé, c'était quand même l'entreprise ultra respectée. Enfin, du coup, je me suis dit, si on commence à taper directement dans Nestlé, on va se mettre tout le monde à dos, et ça va pas marcher. Donc, c'est vrai que j'avoue que là, je me suis dit, bon, bah, on va faire autrement. On va être plus crypto. On va critiquer le principe de l'appropriation des biens, mais sans directement attaquer. Parce que franchement, on aurait beaucoup plus perdu. Moi, ce que je veux amener, encore une fois, c'est d'essayer d'élargir le débat En revanche, là, après, je ne concède pas sur les enjeux historiques et les enjeux, là, je n'ai pas de concession. Voilà, pardon. Je vais lire déjà les commentaires, mais chacun est libre de prendre la parole, hein, pour poser des questions. À un moment, tu parlais des os de poulet qu'on allait retrouver. Apparemment, Maxime Echen nous dit que dans les calottes glaciaires prélevées par les géologues, on retrouve des os de poulet en masse.
Ah bon? C'est comment dire, des explorateurs qui ont laissé des ossements de poulet. Ouais, ouais, c'est vraiment. En fait, j'ai vu ça en cours là. Je suis étudiant moi sur justement la thématique de l'anthropocène Mm. et on m'a appris ça en cours de biologie. Ok. Ouais, Voilà. ouais. Donc Mais ça m'a bien j'aimerais fait. beaucoup, ça fait des années que j'aimerais aller dans un... Alors ça, honnêtement, hein, je suis jamais allé manger chez KFC, mais ils en ont ouvert, le premier qu'ils ont ouvert en Canton du Valais, c'est il n'y a pas si longtemps. Je me suis dit que j'irais acheter un de ces pots là avec c'est quoi, des ailes, je crois qu'il y a des ailerons de poulet comme ça, et j'aimerais les faire préparer par un préparateur et rentrer ça dans la collection. Il y a un super livre de Nicolas Nova, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Et Nicolas, il a fait un bouquin sur les objets de l'Anthropocène et il a mis ça dedans. Et quand j'ai vu, j'ai dit non, Nicolas, c'est exactement ce que je voulais faire. Il est magnifique, c'est un bouquin noir, là. Il est incroyable ce livre, quoi. Et les os de poulet, c'est grosso modo, effectivement, il n'y a pas de problème religieux ou autre. C'est dans le monde entier qu'on en mange. Et il y a à peu près 3000 poulets toutes les secondes qui sont tués dans le monde, quoi. Waouh. Voilà, Voilà. d'où le fait que ça se voit dans les prélèvements géologiques. Oui, oui, oui. Oui. Alors, pour leur fossilisation, on fait le pari, mais c'est vrai qu'il y en a tellement qu'on se dit que nécessairement, dans les mers continentales, on aura ou les sédiments Et, lacustres, on aura des ossements de poulet. mais ils font déjà des prélèvements, hein, ils trouvent ça. Ah ouais, C'est plus un pari pour moi, c'est pour ça que je suis dit, on m'a appris ça. d'accord. Je trouve que en termes de récit, d'ailleurs, enfin, je sais pas si c'est un impact, quoi. Mais oui. En fait, c'est extraordinaire de prendre de l'ordinaire pour faire réfléchir les gens. Et là, on a fait une exposition qu'on a terminée au mois de mai qui s'appelait Artificiel. C'était une collaboration avec ça s'appelle Center for Post-Natural History à Pittsburgh. C'est un petit centre qui a été créé par Richard Pell et je ne sais plus qui sont des gens qui enseignent d'ailleurs une des deux universités de Pittsburgh dans le domaine de l'art et du design, et qui se sont dit, mais il y a un angle mort dans les collections de sciences naturelles, tous ces objets comme les poules, enfin tout ce qui a été modifié par l'humain. Et donc, du coup, on a fait une expo comme ça où on ne présentait que des objets tout à fait banals, quoi. La poule, la vache, le loup, le maïs, etc. Pour montrer voilà, que finalement, ils ne sont pas si naturels que ça, alors que tout le monde les considère comme naturels. Je vois une autre des questions qui a été posée par Charles, qui est le coordinateur de ce groupe Nouveau Récit, qui demande comment lis-tu l'Anthropocène et la notion de zone critique? Ouais, c'est vrai qu'elles sont souvent mises ensemble. Honnêtement, je connais pas très bien la notion de zone critique. Pourtant, elle est très développée. Je sais que, je sais pas, je citais Bruno Latour, il s'est beaucoup intéressé. Il y a aussi beaucoup d'académiques. J'aurais tendance à dire au sujet de la zone critique, parce que la zone critique, c'est un petit peu cette zone hein, entre lithosphère, atmosphère, où l'essentiel de la vie se concentre. Hein, c'est bien ça? C'est ça, Charles, à quoi tu penses? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a à la fois comme enfin, tout le discours autour de l'Anthropocène, c'est sur vraiment comment s'inscrit l'action humaine dans la géologie terrestre. C'est aussi fatalement ou forcément, ça nous amène donc à repenser la manière dont on perçoit cette zone qu'habitent les êtres humains. Et donc, Oui. c'est à la fois, il y a plusieurs définitions, mais c'est à la fois, oui, alors, cette zone de rencontre, donc qui va, je ne sais plus exactement quelle couche, mais ça va des premières couches géologiques de la Terre jusqu'à, disons, la moitié de la troposphère. Et ça peut être aussi toutes les méthodologies scientifiques qui sont mises en place pour justement appréhender par plusieurs perspectives cet espace terrestre. Alors, Donc, oui, je comprends, et c'est d'ailleurs un magnifique terrain de jeu pour justement faire de l'interdisciplinarité, parce que là, effectivement, il n'y a pas de disciplinaire, suffit pas pour comprendre comment elle fonctionne. Donc, c'est des milieux fascinants, ne serait-ce que, par exemple, la Terre, je parle de la Terre ou le sol, c'est juste incroyable. Moi, j'avais fait un peu de pédologie dans mes études, c'est ultra fascinant.
Ceci dit, j'ai tendance à être un peu iconoclaste là des fois parce que je vais un peu élargir le discours. Je trouve qu'il y a un peu une tendance maintenant à considérer que comme on a été trop centré sur nous-mêmes, les humains, ou même sur nos sociétés occidentales qui ont le pouvoir, enfin bref, le, l'enjeu maintenant, et puis il y a eu toute la mode du care, hein, donc maintenant il faut s'ouvrir et puis respecter le vivant. Alors, je ne sais pas si c'est bêtement parce que je suis géologue, mais je considère qu'être terrestre, c'est considérer tout, quoi. Et donc, j'entends ce genre de discours. Il y a 2 ans, je me souviens, j'avais acheté Philosophie Magazine, j'étais en vacances à l'océan, puis je me suis acheté Philosophie Magazine, puis j'ai acheté un bouquin d'un grand maître bouddhiste. Et puis, j'ai lu les deux en même temps, puis il y avait, tu sais quoi, c'est Baptiste Morisot qui écrit avec les loups, tout ça. C'est super intéressant, mais du coup, il y avait un petit article où il était interviewé, et puis il parlait de ce lien avec le vivant et tout ça. Puis en même temps, je lisais le bouquin bouddhiste et je me sentais vachement plus bouddhiste, quoi. Je caricature, hein, parce que je respecte beaucoup ces philosophes comme Morisot et d'autres, mais j'ai l'impression qu'on fait juste d'élargir le cercle. Au fait, être terrien, c'est être habitant de la Terre, mais la Terre dans tout ce qu'elle a. Parce que honnêtement, sans tectonique des plaques, il n'y a pas de vie sur Terre. Enfin, je veux dire, respecter la Terre, c'est considérer son entité terrestre, c'est de considérer et comment dire, d'être redevable ou respecter l'entier, parce que ça marche pas juste dans la zone critique. La zone critique seule, elle marche pas, hein. Il n'y a pas de zone critique sur Mars, parce que pourquoi il n'y a pas de zone critique sur Mars? Parce que sur Mars, il n'y a pas de tectonique, il y a pas de tectonique des plaques, comme il n'y a pas de champ magnétique, parce que c'est lié, il n'y a pas d'atmosphère depuis longtemps, donc peut-être que probablement, il semble qu'il y ait eu la vie sur Mars et de l'eau, mais ça s'est arrêté parce qu'il n'y a pas, simplement, il n'y a pas de tectonique des plaques. Donc, franchement, je pense qu'il faut avoir une vision plus large. Il y a tous ces styles géochimiques et considérer que ben voilà, la Terre, elle a coévolué et tout a coévolué. La biotique et la biotique, le biotique avec la biotique en fonction des changements qu'il y a eu, quelle que soit l'échelle des changements et les raisons de ces changements. Et dans l'autre sens aussi. Donc, être terrestre, hein, pour moi, c'est si on considère la coévolution, non seulement des espèces vivantes entre elles, mais des milieux qui ont changé au cours du temps, enfin, on ne peut pas se séparer l'un l'autre, dans le fond. Donc voilà, moi j'ai un peu tendance à... Et de ce côté-là, je me sentais un peu mieux avec la perspective bouddhiste, qui avait une sorte de même s'il y avait un sentiment d'être plus proche de certaines choses, comme le vivant, bien sûr, il faut le reconnaître, mais quand même, il y avait un respect qui n'avait pas de limite, quoi. C'était vraiment un respect de la Terre, c'était ça. Voilà. C'est peut-être ça la critique que je ferais globalement de dire qu'il faut s'intéresser à la zone critique. Bon, c'est sûr qu'on a moins d'effets sur la technique des plaques, heureusement, pour l'instant. On n'a pas reçu encore des moyens de foutre la merde dans le manteau terrestre, ça va. Ouais, non, mais effectivement, mais après, ça c'était pas forcément l'interprétation que j'avais de la zone critique, comme de dire il faut se limiter à ça, Oui. Mais c'est plus comme il faut repartir de là pour aller ensuite potentiellement effectivement sur l'observation des temps du magnétisme terrestre que des mouvements tectoniques. Mais c'est en repartant de cette échelle-là et en la réapprenant à la voir aussi justement parce que dans la zone critique, dans cette question des méthodologies qui peuvent être mises en place, des méthodologies de recherche scientifique, c'est comment on va alors moi, j'aime pas trop le terme de collaborer avec les minéraux et le vivant, mais comment est-ce qu'on va prendre en compte justement la manière d'être propre des minéraux, la manière d'être propre de tous les existants en fait sur Terre, Oui. en partant quand même de notre point de vue qui est humain, et donc c'est sur aussi la fragilité de ce qui permet notre existence, même si ça va toujours plus haut, enfin ça va toujours plus loin que ça, et c'est enserré dans des schémas qui sont beaucoup plus larges. D'accord. Oui, c'est intéressant. Merci pour le lien aussi. Hein. Enfin, je la regarde, cette vidéo de Bruno Latour. Tu nous as mis le lien là sur le... Tiens, bah vas-y Maxime, tu veux prendre la parole? Oui, j'avais une question pour Nicolas. Justement, c'est lui qui a donné le lien. Ouais, c'est moi qui... ouais, je suis vraiment en plein dedans. Alors, tout ça me parle parce que voilà, j'étudie la zone critique, ainsi de suite. Ma question n'est pas tellement là-dessus, et effectivement, je confirme ce que dit Charles. Elle est plus sur. Tu as commencé à dire justement, un point de vue politique, que tu faisais bien attention à être justement ne pas prendre trop parti, etc., malgré le fait que tout soit politique.
En même temps, moi, ce qui m'intéresse, vu qu'ici on parle de nouveaux récits, c'est quel retour d'expérience tu as justement sur les différentes approches que tu as pu avoir au niveau culturel et qu'est-ce que ça a donné en termes de fréquentation ou je sais pas, comment tu peux le mesurer finalement l'impact que tu as eu en naviguant. Alors, bon, en tout cas, sur les grands projets comme Objectif Terre en 2016 ou Artificiel, c'est Gilles Oliveira qui est un jeune collaborateur. Enfin, malheureusement, il n'est pas au musée, il n'y avait pas de poste pour lui, mais qui a travaillé comme commissaire scientifique et qui travaille aussi avec le Centre américain. Tous ces deux projets-là, franchement, on a eu un gros succès d'estime des publics, honnêtement. On n'a pas. Faut bien comprendre. Sion, le musée est à Sion. Sion, c'est le canton du Valais, c'est un canton périphérique, montagnard et relativement pauvre. On n'est pas dans les centres urbains sur le plateau suisse. Et malgré cela, on a même des classes qui venaient de Genève voir l'exposition. C'était juste extraordinaire, quoi. Les mecs, ils prenaient des bus et ils venaient de Genève voir l'expo. Il y en a quand même qui ont fait ça. C'est incroyable. Alors qu'au départ, même les médias suisses ne nous ont même pas vus. En fait, ils nous ont même pas. Pourtant, on avait une conférence de presse. Ils nous ont même pas vus. Après, ils se sont intéressés à nous parce que c'était stratégique. C'était en 2016 et il y avait un gros colloque cette année. J'étais sûr qu'au mois d'août, ils rechercheraient de l'info sur l'Anthropocène. Et là, ils sont venus. Et puis après, on a eu le prix de l'Académie suisse des sciences. Donc là, ils sont venus. Mais ils ne nous voyaient pas. Donc, ça a été un succès de bouche à oreille, quoi. Les gens en parlaient entre eux. Donc, et ça a diffusé en Suisse romande comme ça. Et simplement pour ça. Donc, et même encore, relativement récemment, des agents d'accueil au centre où on avait fait cette exposition, c'est pas dans le musée de la nature, c'est un centre qu'on partage avec les musées d'art et d'histoire, avec qui on est associés, on est dans la même structure muséale. Et les agents d'accueil, c'est toujours les mêmes. Et il y a des agents d'accueil qui nous ont dit, mais encore des années après, les gens parlaient encore de cette exposition. Donc l'impact, là, il a été fort sur pas mal de gens qui l'ont vu, au fait, en réalité. Maintenant, voilà, on n'a pas fait 100 000 visiteurs. C'est parce que, voilà, on n'a pas... Donc, on n'a pas d'autres moyens. Mais en tout cas, moi, quand on fait des... Je sais pas, par exemple, sur ces trophées de serre, on a l'image là. Quand il y a la nuit des musées, des fois, j'aime bien me mettre devant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de public, hein, ça défile. On a presque 2000 personnes. De 2h l'après-midi à 11h le soir, enfin plutôt vers 8-9 heures, et j'attrape les gens, je leur dis, pour vous c'est naturel, culturel, mais les gens ils sont vraiment, ils sont surpris, quoi. Ils sont vraiment surpris, on voit qu'il y a une démarche de réflexion, on se dit, ah ouais, c'est... Tout d'un coup, on casse l'évidence. Donc, moi, je crois fort à ce potentiel-là. Voilà. Après, je ne sais pas si les gens, après, ils ont changé. Honnêtement, il faut être très modeste parce que c'est jamais avec un seul spectacle, une seule exposition que les gens vont changer d'avis. Je pense que ça va être redondant avec d'autres choses qu'ils vont voir par ailleurs. Et puis après, à force d'être confronté à ces idées-là, à ces regards critiques, je pense que ça peut marcher, mais jamais d'un seul coup, honnêtement, ou rarement. Et juste par rapport à peut-être aux autres expositions qu'il y a pu avoir, donc plus ton benchmark propre, et puis la fréquence de visite du site, je trouve qu'il est super, effectivement. Je crois que je vais le diffuser là. Moi, je trouve ça génial. C'est vachement bien fait. Merci. Je sais pas du tout quoi faire de cette information, mais quand Charles, tu t'es mis à parler des zones critiques, ça m'a évoqué le monde de Minecraft que j'ai découvert grâce à mes enfants, où en fait on est limité dans un nombre de blocs entre le sous-sol et le haut du ciel. Et peut-être qu'il y a quelque chose à fabriquer en termes de récit là-dessus, mais je suis pas sûr. Parce que je crois par contre qu'il est très large au niveau de la surface. Oui, c'est vrai. Je crois que ça fait 60 000 km sur 60 000 km, c'est encore plus que la Terre. Le plateau de jeu de Minecraft, il me semble. Donc, oui, c'est peut-être pas comparable, mais voilà. Non, mais je sais pas quoi faire. C'est intéressant l'idée. Peut-être que ça peut permettre de toucher un public qui parle ce langage-là. Je sais pas. Ouais, c'est une super idée, ouais. C'est une bonne idée, effectivement. Mais après, Minecraft, le peu que j'en vois, parce que j'ai vu mes enfants jouer aussi, des fois, ça peut être aussi tabula rasa, hein. Et la table rase, construire un monde à partir de rien, on est quand même proche de l'imaginaire des techno-utopistes
ce qu'on appelle le bon anthropocène, et je sais pas, ça peut être Elon Musk, des gens, finalement, on se dit, bon, on va aller ailleurs, comme c'est la merde ici, on va repartir à zéro, puis on refabrique le truc. Hein. Ça peut être aussi ça un peu, non? C'est vrai. On peut construire son truc, alors qu'au fait, l'enjeu de l'anthropocène, c'est pas ça. En fait, il faut qu'on ait vraiment du respect pour cette planète, pour ce qu'elle est, parce que c'est juste incroyable, donc de sa tectonique interne qui nous, entre autres, nous fournit un champ magnétique qui nous protège des rayons cosmiques, mais aussi une tectonique des plaques qui permet des grands cycles géochimiques qui sont hyper importants, jusqu'à l'incroyable développement de la vie dans tous les sens, développement. Hein. Il n'y a pas de sens, pour moi, il est contingent ce développement, mais enfin voilà, il est juste incroyable. Et il faut faire avec ça, c'est déjà pas mal, quoi. Plutôt que d'imaginer qu'on repart de zéro. En fait, c'est ça. C'est ça le risque, voilà, que je verrais. Waouh, je trouve que c'est une super conclusion, ça. Mais peut-être qu'il y a d'autres questions. Je voudrais pas qu'on fasse quand même un truc trop long. Ça fait déjà 1 heure et tu me disais que t'étais pas très en forme et que tu voulais pas. Donc c'est comme en fonction de chacun. Est-ce que d'autres veulent poser des questions? Est-ce que ça vous va si on passe aux autres points de la mensuelle Nouveau Récit, ou comment vous êtes dans le groupe? C'est difficile de réagir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à la limite, ou est-ce que vous voulez qu'on passe à autre chose? Bon, j'ai l'impression que on va pouvoir te libérer, Nicolas. Merci infiniment. Je suis désolé que tu n'aies pas pu passer les images que tu avais prévues. J'imagine que c'était le blog de Pierre dont tu parlais à un moment tout à l'heure. Le morceau de béton, je crois. Non, c'est pas ça. J'ai pas compris. Oui, c'est une des images que j'aurais aimé montrer. Oui, c'est pas grave. Voilà. Mais si jamais je t'enverrai, il y a un article qui a été écrit suite à ces rencontres à Munich avec des objets de l'Anthropocène. Donc il y a de nombreuses personnes qui ont présenté des objets. Donc je t'enverrai, c'est une publication en open access et je pourrais t'envoyer le lien. Et il y a plein d'objets intéressants. Et parmi ceux-ci, il y a ces galets de béton. Voilà. Je trouve ça super intéressant. C'est un peu audacieux de t'avoir invité ce soir, parce que dans le groupe Nouveau Récit, on s'est jamais confronté à la problématique de la muséographie. Ah bah tiens. Voilà, ça c'est l'autre trophée de cerf. Celui-là il est magnifique parce que là, comme le service de la chasse maintenant est au courant de notre intérêt pour ces objets-là, ils ont signalé le cerf alors qu'il y avait encore, il y avait sa peau, donc on l'a fait naturaliser et il a été remonté exactement comme il a été trouvé. Cet objet-là, il est extraordinaire et il a été monté, il a été présenté aux Confluences. Ils avaient fait une exposition qui s'intitulait La Terre en héritage, qui traitait aussi d'Anthropocène. Et on l'avait prêté. Voilà. Non, pardon, je profite, je l'avais sous la main. Voilà. En tout cas, encore un grand merci. J'en prie. Et puis, si tu le souhaites, tu peux rester. Souvent, dans la mensuelle, on accueille des nouveaux membres de la mensuelle et on fait connaissance. Donc, si tu le souhaites, tu peux rester. Et puis, sinon... Alors, honnêtement, franchement, votre groupe m'intéresse vachement. Mais là, il faut que j'aille parce que j'ai ma famille aussi et j'ai un petit garçon qui est venu tout à l'heure. Et honnêtement, il faut que je me lève hyper tôt demain et je suis un peu naze. J'avoue, honnêtement, ça se voit pas trop. Là, j'ai la sinusite. Je suis pas très très bien. Merci d'être venu malgré tout. Merci d'être venu malgré tout. Merci beaucoup, Nicolas. Oui. Limite, je vais laisser la parole à Charles qui va mener la suite. À bientôt. Au revoir. Salut, tout bon. Alles gut. Salut. Salut.